En 1970, Claude Sautet a donc 46 ans. Il a 3 films à son actif, une comédie assez potache qui est une sorte d'exercice de style qui n'a pas très bien marché, et 2 policiers films noirs, dont L'Arme à gauche, le précédent qu'il a tourné avec Lino Ventura, et qui a été un échec assez important, et il décide de mettre un peu en sommeil sa carrière naissante de réalisateur. Et il travaille surtout à l'écriture, il collabore avec certains cinéastes français comme Jean-Paul Rapneau par exemple ou Philippe de Broca. Et il est en contact avec Jean-Loup Dabadi, le célèbre parolier avec lequel il a déjà un peu travaillé et qui lui évoque un traitement qu'il fait sur le roman de Paul Guimau qui s'appelle Les choses de la vie et qui est sorti en 1967. Et en le lisant, Claude Sautet, il trouve des éléments qui l'intéressent beaucoup et il dit un peu au débeauté à Jean-Loup Dabadi que ça pourrait être un film qu'il réaliserait. Et puis il apprend que le script a été refusé par un certain nombre de réalisateurs, dont Chabrol et Alain Cavalier par exemple, et notamment par rapport à cette scène importante d'accident qui fait un petit peu peur au niveau technique. Et il réfléchit au sujet et se dit que la combinaison de ces 3 défis que sont l'élément technique, cette fragilité mentale et l'absence de linéarité du récit sont vraiment des choses qui l'intéressent, et donc il décide de se lancer dans la réalisation du film. Il va travailler avec Dabadi pendant 3 ou 4 mois à l'écriture finale du script, et ils vont mettre en place en fait une façon de travailler qui vont vraiment ensuite poursuivre. C'est-à-dire qu'il s'agit de longues discussions dans lesquelles Claude Sautet parle de choses et d'autres, pas forcément du script lui-même. Et on voit en fait, on apprend à ce moment-là que la façon d'écrire de Sautet est d'emprunter beaucoup dans les groupes de gens autour de lui, des attitudes, des répliques, des gestes. Et c'est des choses dont il parle très fréquemment avec son scénariste et que celui-ci va intégrer. Il y a aussi quelques éléments autobiographiques. Par exemple, la réplique qu'a le personnage Pierre de Piccoli à son père quand il lui dit qu'il n'était pas là quand il était petit. Ça, c'est clairement un élément vraiment de la biographie de Claude Sautet lui-même. Donc une méthode d'écriture qui va les faire collaborer de façon assez active et qui va contribuer à personnaliser beaucoup le roman initial, même si l'histoire est respectée. C'est un travail... D'ailleurs, le réalisateur Sautet n'a pas lu le livre avant le film, il le lit par après. Et il expliquera dans des entretiens à la fin de sa carrière que c'est l'un des rares films sur lesquels il se présente au tournage et dont il connaît réellement la fin, ce qui sera peu le cas par la suite. Autre élément intéressant qui explique aussi sa motivation lors du tournage, au moment de commencer le tournage, donc après l'écriture du film, on lui a déjà soumis un autre roman qui est Max et les Ferrailleurs, et qu'il a accepté de réaliser, et il sait que ce sera le film suivant, ce qui fait qu'il sent que sa carrière reprend, et elle reprend avec des éléments qui l'intéressent, et il trouve assez motivant justement d'aborder plutôt la classe de la bourgeoisie dans ce film, sachant qu'après il évoquera plutôt les marginaux, puisque Max et les Ferrailleurs évoquent une classe sociale complètement différente. Pour ce qui est du casting, il y a eu pas mal de refus aussi. Lino Ventura refuse le rôle, Yves Montand aussi, et pour le rôle féminin, Annie Girardot décline. Et il décide de se tourner vers Piccoli, qui a travaillé dans certains films pour lesquels il a collaboré à l'écriture, et chez qui il a trouvé une faille, quelque chose qui mêle à la fois une présence très forte et en même temps des éléments plus fragiles qu'il a vraiment envie d'exploiter. Et d'autres personnes lui parlent de Romy Schneider et il n'est absolument pas convaincu. Il ne connaît d'elle que les rôles de Sissi, impératrice, et il ne voit pas trop comment il pourrait exploiter ça. Et c'est Pierre Granier de Fer qui est en train de terminer le tournage de La Piscine, dans lequel joue Romy Schneider, qui lui montre les rushs, donc c'est-à-dire vraiment les images de pré-montage et les prises de vue avec Romy Schneider qui vont convaincre Claude Sautet, qui subitement regarde Romy Schneider d'une façon totalement différente, où là elle est une femme très forte, très sensuelle, et ça le décide à travailler avec elle. Donc le tournage va être un tournage avec un certain nombre de défis pour lui. Alors d'abord du fait de cette fameuse scène d'accident, qui à elle seule prend 10 jours de tournage. Il tourne avec 3 caméras différentes pour avoir des angles différents, et il ne tourne jamais en ralenti de manière à pouvoir combiner comme ils le voudront au montage toutes les différentes images. Ils ont un matériau assez important puisqu'ils se retrouvent avec 66 plans différents
de la séquence, hein, qui est refilmé sur des points, sur des angles différents, de manière à pouvoir justement disséminer tout au fil du récit les images. Et donc c'est un travail qui est extrêmement long. Un expert dit à Claude Sautet que la trajectoire qu'il imagine pour la voiture n'est pas très cohérente, mais il assume le fait que ce ne soit pas totalement crédible, parce que lui, ce qui l'intéresse dans le parcours, c'est aussi évidemment un parcours narratif, et le rallongement de cette voiture qui dérive va évidemment permettre aussi de dilater la temporalité du film. Chaque jour, ils doivent d'ailleurs remettre le pommier, qui est un faux pommier, le remettre droit et lui rajouter ces petites feuilles qui vont à chaque fois tomber quand la voiture fracassera le tronc. Et donc ça mobilise des moyens assez importants. Une autre scène qui a été compliquée à tourner, c'est la scène qu'on voit vers la fin, lorsque le personnage de Michel Piccoli coule dans l'eau. Où ils ont tourné ça au large de La Rochelle. L'eau était très froide, elle était à 17 degrés, et en fait le personnage, donc Piccoli, n'arrivait pas à couler à pic, puisqu'il se faisait à chaque fois emporter par le courant, donc ils ont dû amener un homme grenouille qui était en dessous et qui le tirait à un certain signal avec une corde attachée à ses jambes. Et le problème de Piccoli, c'est que chaque fois qu'il se sentait tiré vers le bas, il avait le réflexe de fermer les yeux et surtout d'ouvrir grand la bouche pour prendre sa respiration. Ce qui correspondait évidemment pas du tout à cette image cauchemardesque de la mort qui arrive. Et donc ils ont dû tourner toute la journée une trentaine de prises jusqu'à avoir la bonne prise. Et Piccoli était à peu près bleu à la fin, tellement il était transit froid. Mais le tournage se passe très bien. Il y a une grande collaboration et puis une découverte pour Sautet à ce point de sa carrière de ce qu'est la direction d'acteur. Hein, Sautet, durant la guerre, s'est occupé d'enfants en difficulté, et il explique dans ses mémoires et dans ses entretiens qu'il se rend compte à ce moment-là qu'il a le même rapport avec les comédiens. C'est-à-dire qu'il leur apporte énormément d'attention, il les écoute beaucoup, et en même temps, il ne craint pas de leur montrer sa propre vulnérabilité aussi, sa sensibilité. Et le lien qu'il va avoir avec les comédiens va être extrêmement constructif. Avec Romy Schneider, il y a une osmose euphorique qui s'installe dès le début, et qui là aussi se fait au fil de nombreuses discussions. Romy Schneider lui demande toujours de lire le texte à voix haute, de manière à connaître les intentions, les tonalités aussi de la parole, puisque évidemment, n'étant pas francophone, elle doit aussi travailler justement ce rapport à la langue. Et Sautet l'a fait beaucoup aussi travailler sur la hauteur de sa voix. Elle a tendance à parler d'une manière un peu théâtrale, un peu forte, et il lui fait considérablement baisser sa voix pour atteindre justement quelque chose de plus naturel, de plus intime, et qu'on retrouve vraiment parfaitement dans le film. Il est aussi évidemment totalement fasciné par la beauté de cette femme, hein, on le voit dans de nombreux plans, dont le premier évidemment, hein, où elle est allongée nue de cette façon-là, mais aussi le gros plan dans la salle des ventes sur ses yeux, hein, ce zoom subi comme ça qui l'a fait vraiment exploser à l'écran, et on voit une fascination du cinéaste pour cette personne qui est voilà, extraordinairement photogénique. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont Romy Schneider a parfaitement conscience. Et elle veut vraiment être regardée, au point, Sautet le dit, hein, que lorsque elle sent durant une prise que Sautet ne la regarde pas elle exige que la prise soit refaite, quand bien même il la considérerait comme étant satisfaisante. Donc il y a vraiment un travail de partenariat extrêmement fort, et de fascination des deux côtés. Ils ont vraiment besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer. Le travail aussi se fait avec Léa Massari, donc, qui joue le personnage de Catherine. Il y a une certaine concurrence d'ailleurs entre les deux comédiennes. Pendant tout le tournage, elles ne s'adressent pas la parole. Elles ont peu de scènes en commun, mais elles sont souvent sur le même plateau. Et Sautet explique qu'elles sont chacune dans leur caravane en attendant que l'autre aille lui dire bonjour, s'il serait un signe de déférence. Et donc finalement, elles s'adressent quasiment jamais la parole, jusqu'à la scène de tournage du mariage, où là, elles sont à la même table, et puis elles finissent par faire connaissance, et Romy Schneider tiendra à être présente lors de la scène de tournage où elle lit justement la lettre dans la chambre d'hôpital, et donc la glace est enfin rompue. Donc au terme de ce tournage, le film sort en 1970. L'accueil du public est vraiment très favorable, c'est un très grand succès en salle. Le film donc obtient le prix Louis Deluc. Il est présenté aussi au Festival de Cannes en 70, mais après sa sortie en salle.
Et le public voilà, va vraiment plébisciter ce groupe-là. Et, c'est vraiment le début de la carrière de Claude Sauté telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va travailler avec tous ses collaborateurs. Jean-Loup Dabadi, il va faire 5 films avec lui. Romy Schneider, pareil, ils vont tourner 5 fois ensemble. Et il y a fort à parier que si elle n'était pas décédée aussitôt, il aurait continué à travailler avec elle. Et pour ce qui est de la musique, qui est de Philippe Sard, c'est la première fois que Philippe Sard compose une partition pour le cinéma. Et il fera 10 films de Claude Sauté, donc c'est une collaboration qui sera extrêmement active. Pour l'information exhaustive, sachez qu'un remake américain a été tourné de ce film en 1993 qui s'appelle Intersection avec Richard Gere et Sharon Stone, que je n'ai pas vu et qui visiblement est fortement déconseillé par la plupart des gens qui ont apprécié le film de Sauté. Donc ce film-là, c'est un film qu'on a tendance, comme tout le cinéma de Sauté des années 70, à considérer comme un regard sur la France pompidolienne qui nous donne vraiment un instantané d'une époque. Et Dabadi dit d'ailleurs qu'évidemment, à l'époque, ils n'avaient absolument pas conscience de montrer justement cette photographie de la société. Ils se contentaient simplement de parler de personnages qui étaient contemporains. Mais c'est vrai qu'on a un film qui à la fois montre tout le déroulement d'une existence, mais qui pour nous n'est pas simplement le passé d'un individu, c'est aussi toute une période de l'histoire de la France, avec évidemment toutes ces évolutions. On parle d'il y a un demi-siècle quand même. Et on voit notamment dans le rapport qu'ils ont à la cigarette, dans cette France des nationales, le public qu'il y a aussi au départ, les bistrots, tout ça, c'est des éléments qu'on retrouvera considérablement dans les films à venir et qui évidemment ont un vrai charme dans notre histoire et dans notre patrimoine. Mais c'est sûr que c'est aussi une façon aussi de montrer des gens, quand Sauté sort ce film, il dit « j'avais envie de parler de gens normaux ». Ce qui est évidemment pas le cas dans les films précédents où il parlait de gangsters, de criminels, etc., dans une approche beaucoup plus romanesque. Alors ces gens normaux sont quand même des gens assez privilégiés, et ils ont évidemment cette insouciance d'avant-crise où on pense justement, on profite en fait de la vie, et le bien-être matériel est un peu la condition d'accès au bonheur, à la liberté, avec l'île de Ré, le bateau, etc. Et cette façon de se comporter est vraiment dans une espèce de bulle comme ça, où tout semble bien aller et le progrès contribue un petit peu au bonheur jusqu'à des bizarreries comme les fameux gadgets que construit son fils. Mais évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça dans le regard sur les personnes, puisque ce qui intéresse le plus Claude Sauté, c'est évidemment de donner à voir des individus. Et en premier lieu, un individu masculin qui est le personnage de Pierre, qui très clairement est un personnage fragile, un personnage qui montre une certaine facette de l'homme masculin et que vraiment Sauté avait envie de donner à voir. C'est un personnage qui se retrouve face à un choix et se retrouve face à une forme de lâcheté. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera très régulièrement dans les personnages de Claude Sauté, une certaine fragilité et une posture d'un homme qui, à un moment donné, doit faire un choix réel qui va impliquer une responsabilité et une perte peut-être qu'il n'est pas réellement prêt à faire. Et donc on se retrouve face à quelqu'un d'un peu dur qui nous est livré uniquement par fragments. Si vous regardez la manière dont on voit les sentiments du personnage de Pierre, c'est toujours par des réactions, par des éléments qui parfois lui échappent, par des silences aussi, beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est incapable de clairement verbaliser, de dire ce qu'il pense. Et c'est toujours les gens autour de lui qui comprennent ou qui interprètent ce qu'il pourrait penser. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique de sa personnalité. Et quand le film avance, au gré évidemment de ces événements-là, il va se retrouver dans des situations où progressivement il va être amené à se livrer. Quand il est seul dans sa voiture, par exemple, et évidemment quand il ensuite va se retrouver dans cette sorte de coma, il régresse à un stade qui pourrait être celui de l'enfance. La manière dont il parle devient assez maladroite, de plus en plus elliptique. Et c'est aussi une façon d'accéder, cette fragilité, à une forme de vérité, une forme de sincérité que jusqu'à présent, il avait beaucoup plus verrouillée. Face à lui, il a deux femmes,
donc le personnage d'Hélène qui est, est perdu d'idéal, d'absolu, hein, qui est un personnage flamboyant, sensuel, très lumineux, et qui, elle, justement, veut prendre les devants et qui propose quelque chose de nouveau et qui, de ce fait, lui, du fait de son inertie, l'effraie. Elle dit qu'elle aime voir le temps passer, elle aime l'idée d'un départ, donc elle veut à la fois faire défiler le temps et puis abolir l'espace dans lequel lui est enfermé, et elle est quelqu'un qui propose un nouvel élan qu'il n'est pas prêt à suivre. Et de l'autre côté, on a le personnage donc de son ex-femme, la mère de son enfant, qui, elle, représente aussi une forme de stabilité, une certaine maturité. On voit qu'elle est capable de passer à autre chose, ce qui est beaucoup plus difficile pour lui. Et c'est elle qui va justement être celle qui termine réellement l'histoire du fait de la lettre qu'elle décide de garder. Donc on voit des personnages féminins qui soit veulent l'attirer vers quelque chose de nouveau et l'emmener avec lui, soit l'aider à conclure quelque chose qu'il n'aurait pas réussi à faire. Et tout le film joue aussi justement sur ces difficultés qu'ont les personnages à communiquer entre eux. À chaque fois, la communication, elle est laborieuse du fait même de ce personnage masculin qui est un taiseux et qui est aussi quelqu'un qui manque considérablement de courage. Si on regarde la manière dont les échanges se font, ce sont des échanges où les silences sont extrêmement lourds. Alors, ils peuvent être très beaux au départ, quand la complicité fonctionne et que l'euphorie est de mise, mais ce sont des moments aussi où les mots manquent. Et de ce point de vue-là, l'utilisation de la cigarette est assez intéressante aussi. Elle est constante parce que, à l'époque, on ne se pose absolument aucune question sur ce sujet, mais il y a aussi l'idée de voir comment la cigarette est un accessoire qui permet de donner au personnage une contenance. Très clairement, hein, le fait de prendre, le fait d'avoir un geste, le fait de combler un moment où il ne se passerait rien, et puis le fait de la porter à ses lèvres et de ne pas avoir à parler au moment où on fume, est quelque chose d'extrêmement pratique. Et ça explique aussi justement cette omniprésence permanente et le fait qu'avec le mégot de la précédente, on rallume la suivante. Il faut toujours garder cette chose qui justement est confortable pour ne pas réellement avoir à parler. Et ça, c'est parfaitement exploité. Et la mise en scène de Claude Sautet, elle est vraiment au diapason de ces difficultés de communication. Si on regarde, c'est une mise en scène extrêmement discrète. Claude Sautet expliquait qu'il voulait toujours tourner par plans séparés. C'est-à-dire que quand il filme un dialogue, il ne veut pas mettre deux caméras pour ensuite pouvoir faire un montage en champ contre champ. Il filme systématiquement chaque personnage avec chacune de ses répliques, de manière à avoir plus de matériaux au moment du montage et pouvoir travailler le rythme. Il explique notamment que la scène du restaurant, qui est une scène assez forte, où on voit vraiment un grand changement, évidemment, d'émotion, notamment dans le personnage d'Hélène, a eu de nombreux montages où il sentait que le rythme ne fonctionnait pas, qu'il y avait une certaine platitude, et qu'il a vraiment dû retravailler ça à la seconde près. De la même façon, lorsqu'il tourne, donc ça c'est un processus qui est réfléchi à l'avance, il change toujours très légèrement en fonction de l'évolution du dialogue, très légèrement les angles de caméra ou la grandeur du cadre. C'est quelque chose d'assez subtil et qu'on ne voit pas. C'est une mise en scène qui est vraiment invisible, mais qui en réalité, du fait justement de sa finesse, on a une vraie dentelle, eh bien, contribue encore mieux justement à donner accès à cette intimité des personnages. Et une intimité qui justement souvent est un peu problématique, un peu dissonante, quand bien même elle nous donne accès évidemment à la vérité, aux failles des personnages. Donc sur cette absence de communication, sur cette difficulté, va se greffer évidemment une histoire, un récit, qui va permettre de créer d'autres modes de communication. Le premier, ça va être évidemment la lettre. Cette lettre, c'est là aussi, hein, la manière dont elle est faite, c'est quelque chose qui vient un peu confirmer la posture de Pierre, sa lâcheté. C'est quand même beaucoup plus facile d'écrire une lettre que de parler à une personne, puisque on est tout seul et puis la personne ne peut pas nous interrompre. On voit aussi une certaine élégance, hein, il maîtrise les mots, il va le faire d'une manière assez jolie, avec quelques belles phrases, et il y a cette assurance-là d'avoir cette lettre à porter. L'évolution aussi, elle est intéressante, puisqu'il ne parle pas avec elle, dans cette fameuse scène où elle est dans la voiture. Et vous remarquerez qu'elle revient, elle se retourne, lui est en train d'allumer une cigarette dans la voiture, et quand ensuite il part, elle revient une nouvelle fois. Donc on voit comment la femme, elle, est prête à dépasser le silence pour essayer de rétablir un dialogue, alors que lui est déjà passé à autre chose et il part sans se retourner.
Et lorsqu'il a écrit cette lettre, et qu'il décide ensuite de ne pas la poster, on voit une certaine euphorie qui va lui permettre enfin de rentrer en contact avec lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle seul. Il parle seul, comme s'il était en train de répéter ce qu'allait être l'avenir, où il allait décider de s'ouvrir un petit peu. Mais on voit aussi justement cette grande différence entre les hommes et les femmes, que cerne bien Sautet ici, et Dabadi évidemment avec lui, de cette impossibilité de verbaliser directement, alors que les femmes, hein, elles, seraient capables de le faire et d'échanger directement. Et d'ailleurs, c'est lié aussi à une anecdote que raconte Claude Sautet par rapport au réalisateur Jean-Paul Rapneau, qui lui racontait que sur un lieu de vacances, il avait été pendant 2 semaines dans une maison de vacances où il n'avait pas la possibilité d'écrire, et il avait une idée de scénario en tête qui lui plaisait énormément, et il était dans une espèce de tension à l'idée de pouvoir enfin regagner Paris pour écrire cette histoire. Et durant le voyage du retour, il est seul dans sa voiture, et il se rend compte subitement qu'il a perdu son idée. Et après un moment un peu de désolation, il se dit, bon, tant pis, j'en trouverai une autre, et puis profitons un petit peu, il fait beau, c'est une belle journée, et il se retrouve dans une espèce de rêverie assez soulagée, il quitte un peu toute la tension qu'il avait les jours précédents, et là il a un accident de voiture. Alors qu'il n'a pas du tout été évidemment aussi grave que celui qu'on voit dans le film, mais c'est quelque chose qui a nourri aussi la réflexion, hein, quand je vous disais qu'il s'inspire un petit peu de tout ce qui l'entoure, parce que justement cette espèce d'accès à une forme de légèreté et cette manière d'oser, eh bien, elle est le prélude aussi d'un lâcher-prise qui va être aussi cette espèce de vitesse sur cette nationale qui le conduit au drame. Et il va se construire à partir de là un récit extrêmement complexe dans lequel justement la fragmentation va être la manière de restituer les choses. Le film, hein, c'est un film de rupture amoureuse, mais c'est aussi une rupture de vie et donc une rupture de la linéarité. Et ce sont des expériences, hein, qu'on retrouve pas mal durant les années 60. Pensez au cinéma de René, notamment avec Je t'aime, par exemple, qui fonctionne sur le même principe, hein, d'une fragmentation du récit, et qui va donner accès par moments, comme pièce d'un puzzle, aux différentes émotions, hein, sur ce cliché en fait qui veut qu'au moment de sa mort on reverrait défiler toute sa vie, et on a des émotions, des époques qui se mélangent, et notamment des moments de grand bonheur qui ont été ceux par exemple, hein, de ces étés sur l'île de Ré, mais aussi de moments de complicité très forts avec cette nouvelle femme, et 2 histoires qui se mélangent et qui viennent évidemment rentrer en résonance avec les phrases très fortes que lui a dites Hélène avant leur rupture. À savoir qu'elle n'a pas d'histoire à lui proposer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de passé avec lui, alors que justement la peur qu'il a, c'est de quitter le passé qu'il a construit avec son ex-femme et son enfant et cette île de Ré. Donc on a vraiment une dimension spatio-temporelle extrêmement ancrée, et elle n'a qu'un avenir à lui proposer. Et donc dans ce récit, dans toutes ces parcelles qui s'assemblent, on va avoir différentes visions, différentes émotions qui montrent à la fois ce qui a été son passé et en même temps ce qui a été son passé récent, qui pourrait conduire à une autre histoire qui est celle de l'émotion très vive et l'amour très fort qu'il a en réalité pour Hélène. Et tous les fragments vont avoir d'autant plus de sens qu'ils sont évidemment toujours à mettre en balance avec le fait qu'on est en train probablement d'être dans un cheminement qui fait qu'on ne pourra plus jamais les revivre. Hein, les retours très fréquents à l'accident en ralenti pendant tous les deux tiers du film, on va dire, viennent à chaque fois nous dire ce souvenir-là, c'est probablement un bilan qu'on pourrait considérer comme une sorte de requiem, si vous voulez, et on s'en souvient parce qu'on sait qu'on ne pourra plus jamais le revivre. On est vraiment sous le sceau du regret, et on revit des choses, et c'est aussi une leçon qu'on donne au personnage qui n'a jamais été réellement capable, si vous voulez, de profiter de ce qu'il avait et de se rendre compte du bonheur qu'il pouvait vivre. Et c'est que, évidemment, au moment de quitter la vie, qu'il prend la mesure de tout ce qui lui aura été offert. Donc, on a évidemment un récit qu'on pourrait considérer comme étant tragique, mais qui finalement va être aussi une manière pour Sautet de définir clairement sa manière de raconter des histoires. On n'est pas dans l'expérimentation pure,
très clairement. Hein, ce qui l'intéresse, lui, ce sont les moments de vérité, ce sont des sourires, ce sont des échanges. Et cette manière de construire par petits morceaux la vie importe plus que la seule expérience de l'histoire d'un homme qui meurt. De la même façon, l'histoire de la lettre va créer une sorte de double dramaturgie. Pendant le film, le spectateur va se demander, mais est-ce qu'il va mourir ? Donc, est-ce que le futur, c'est la fin du film, c'est la fin de tout ? Et deuxième question, est-ce que la lettre va parvenir à sa destinataire ? Et si la lettre parvient à sa destinataire, eh bien, ça redessine d'une certaine façon le passé, puisque lui avait évolué entre-temps, et surtout, ça va redessiner le deuil d'Hélène. Et la manière dont justement la femme, l'ex-femme, décide de réécrire l'histoire a quelque chose d'extrêmement beau et de lucide aussi, une fois encore, dans la manière dont Dabadi et Sauté regardent les hommes et les femmes. D'une certaine façon, elle a le sentiment de mentir, puisqu'elle refuse de donner la lettre à Hélène, et de compenser, si vous voulez, la lâcheté qu'elle connaît un petit peu de son ex-mari, alors qu'en réalité, elle correspond à une forme de vérité, parce que lui a atteint une maturité qu'elle ne lui soupçonnait même pas. Et pour finir, on a aussi évidemment la volonté de Sauté de donner à voir simplement ce que sont les moments banals de la vie. Sauté au départ ne voulait pas garder le titre « Les choses de la vie ». Il le trouvait un petit peu prétentieux, il n'aimait pas ça. Et en fait, en travaillant le film, il se rend compte qu'effectivement, ce sont les petites choses de la vie auxquelles s'accroche le personnage de Pierre pour justement soit lutter, soit faire face à l'imminence de la mort. Et il va finalement décider de garder ça et de donner vraiment pleinement à voir ces moments de vérité. Et on revient à son désir de parler de gens ordinaires et la banalité. Si vous regardez, tous les badauds qui regardent la scène d'accident au départ, très clairement, ce sont des figures de nous, les gens dans la salle, savoir les kidams qui vont voir la destinée d'une personne. Il y a une forme de curiosité. Et puis, il y a un effet de miroir qui finit par se créer parce que tout le monde va se retrouver dans ces questions de couple, de rupture, de lâcheté, de courage, de nouveau, de passé, etc. Et à ce moment-là, Sauté définit clairement tout son cinéma. Et son regard-là, il va le poursuivre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'avenir, il va aller de plus en plus loin dans cette façon de regarder les gens sans avoir recours véritablement aux artifices. Dans Les choses de la vie, c'est la mort qui permet de voir ce qu'est la valeur de la vie. Dans Max et les Ferrailleurs, qui est un très beau film dans lequel on retrouvera aussi Romy Schneider et Piccoli, on a de nouveau une petite intrigue un peu policière, mais qui donne de nouveau accès à la vérité des sentiments. Et dans les films suivants, on regardera simplement les gens et on s'intéressera simplement à leur vie et à leur vie sentimentale. Et à l'avenir, dans le cinéma de Sauté, il n'aura plus besoin de cette imminence de la mort pour simplement magnifier la vie et le quotidien qui concerne ces personnages comme ces spectateurs. Merci de votre attention. Merci.